Alors, le livre qui m'a marqué dans mon cheminement, c'est certainement Lahontan et plus généralement la littérature de voyage. Tous ces témoignages, comme celui de Lahontan, qui est, à mon sens, le principal, qui vient ici au 17e siècle, qui vit chez les Algonquins pendant 10 ans dans les Grands Lacs, et qui écrit ses mémoires où il remet tout en question dans la société française à partir de sa connaissance de la société autochtone. Le baron de Lahontan devient incapable, après avoir vécu chez les Autochtones, de vivre sous l'autorité d'un officier, d'un commandant. L'ensemble de cette littérature-là, que ce soit celle des Jésuites, que ce soit Lahontan, que ce soit Tabot, que ce soit Truteau, et de très nombreux observateurs, c'est une littérature extraordinaire parce que c'est les premiers témoignages de la rencontre des cultures. C'est les premiers témoignages d'Européens qui rencontrent des Amérindiens, qui vivent parmi eux, et chez qui le dialogue est suffisamment important pour que le doute émerge dans leurs pensées et remette en question leur propre société. Et ça m'a beaucoup touché et ça m'a amené moi-même à me reposer des questions sur mon propre regard. C'était une littérature d'une richesse exceptionnelle qui m'a beaucoup impressionné et qu'on devrait, bien sûr qu'on devrait tous lire. Denis Delage, vous avez écrit, avec Jean-Philippe Warren, un livre, Le piège de la liberté, les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux. Et derrière tout livre, il y a un projet. Quelle était l'ambition derrière Le piège de la liberté? Nous sommes partis d'une énigme. Comment se fait-il qu'au 17e siècle, au 18e siècle, les sociétés autochtones apparaissaient si attirantes, si attrayantes? Comment se fait-il que les projets européens de civiliser, de domestiquer les sauvages ont tous failli? Et comment se fait-il que tant de jeunes hommes dans notre colonie ont marié des Amérindiennes et sont devenus des Amérindiens? Pourquoi une telle proximité? Pourquoi une telle attirance d'un côté? Et pourquoi la misère actuelle? Pourquoi les Autochtones, actuellement au Canada, constituent-ils un tiers-monde intérieur? Pourquoi tant d'Autochtones en prison? Pourquoi tant de suicides? Pourquoi tant de malheur? Évidemment, il y a heureusement des communautés autochtones qui s'en tirent mieux, mais globalement, c'est un tiers-monde intérieur. Alors donc, on est parti de cette énigme. Pourquoi ces sociétés étaient-elles à ce point attirantes au 17e siècle et pourquoi ont-elles implosé à ce degré dans le monde contemporain? Et si on veut, il y a plusieurs fleuves qui ont désorganisé les sociétés autochtones. Choc microbien, capitalisme, christianisation. Ouais. Quels sont tous ces fleuves qui ont affecté les sociétés amérindiennes? Le pire, c'est les épidémies. Les épidémies, c'est lié à un phénomène qu'on appelle l'unification microbienne du monde. L'explication, pour l'essentiel, tient ceci. L'Europe, l'Afrique, l'Asie sont des continents de cultivateurs et d'éleveurs, où on vit avec des animaux. Et on vit à proximité des animaux, de tous les animaux domestiques. Les animaux rentrent dans la maison, les cochons circulent, les poules, etc.
Et on pense que depuis des millénaires, les Européens, les Africains, les Asiatiques ont attrapé des maladies de ces animaux, en particulier l'ensemble des maladies d'enfants. Les Européens, les Africains et les Asiatiques ont développé des anticorps face à ces maladies. Et quand la maladie frappait, après des millénaires, elle frappait moins durement. Quand ces maladies sont introduites dans les Amériques, comme dans les îles du Pacifique, elles sont introduites dans des populations où il n'y a pas ou peu d'élevage. En Amérique du Nord, il y a avec le chien. En Amérique du Sud, il y a le lama, l'alpaga. Mais dans les îles du Pacifique, il y aura le petit cochon. Mais on ne vit pas avec les animaux, donc on vit dans un univers microbien beaucoup moins agressif, dans des conditions de salubrité bien supérieures. Alors, les Européens arrivent ici avec porteurs de maladies pour lesquelles les Amérindiens n'ont pas d'anticorps. Et donc, quand la variole va frapper, encore une fois, elle en tue 1 sur 2 et non pas 1 sur 10. Ça vaut pour la grippe, ça vaut pour l'ensemble des maladies. Et ça donne lieu à une dépopulation qui est de l'ordre de 90-95%. Le pourcentage est plus élevé pour des sédentaires, un peu moins élevé pour des nomades, puisque la maladie circule un peu moins bien, puisque les populations sont davantage éloignées, davantage dispersées. Alors, c'est une catastrophe qui explique la raison pour laquelle les Européens qui ont colonisé la planète ne sont devenus majoritaires que dans les Amériques, non pas en Chine, non pas en Afrique, non pas en Inde. Le choc microbien, c'est la première catastrophe, si on veut. C'est la première catastrophe. Ensuite, il y a d'autres sources ou d'autres fleuves qui sont plus d'ordre politique ou économique. Les Européens ont une structure politique très hiérarchisée. Et quand les Européens font la colonisation de l'Amérique du Nord, des Autochtones se retrouvent à avoir des rois. Est-ce que c'était intelligible pour des Autochtones d'avoir un roi au-dessus d'eux? Pas du tout. Et d'ailleurs, jamais ils vont l'appeler le roi. On le voit dès le premier traité d'alliance. Il y a un premier traité d'alliance qui est conclu entre les Français et les Inuits ou Montagnais, auxquels se joignent les Malécites et Wet'suwet'en, qui sont du Nouveau-Brunswick, et les Algonquins, ultérieurement les Hurons, et ensuite ça va s'élargir. Mais il y a un grand réseau d'alliances qui est conclu, auquel se joignent les Français en 1603 avec Champlain. À partir de ce moment-là, les Français et les Européens vont se qualifier de frères et les chefs amérindiens vont considérer que le roi de France, dans ce cas-ci Henri IV, est leur frère. Roi veut rien dire pour eux. Les chefs amérindiens vont considérer qu'ils sont des frères du roi de France et Français et Amérindiens vont s'interpeller comme étant des cousins. Donc, on refuse cette hiérarchie du roi. D'ailleurs, ça, pour eux, absolument aucun sens. On se définit dans les rapports de parenté, dans des rapports égalitaires. De ce point de vue-là, on peut considérer que appeler Nouvelle-France ce que l'on représente comme étant le territoire de la France en Amérique avant 1763, c'est un mensonge. Le roi de France règne effectivement sur l'espace seigneurial. Il ne règne pas vraiment sur les Autochtones domiciliés dans cet espace-là. Il ne peut pas leur commander. Et tous les ordres qui sont envoyés par le roi, disons, à des fins de guerre contre les colonies britanniques, aux nations autochtones de l'intérieur du continent, des Grands Lacs et du Mississippi, ne sont jamais reçus que comme des propositions à débattre que l'on va accepter ou rejeter, et jamais comme des ordres. Et les forts français construits en pays autochtones sont construits en pays autochtone avec l'autorisation des Autochtones. Et contrairement au système plus ou moins féodal de l'Ancien Régime où les vassaux doivent donner des présents au roi, c'est l'inverse. C'est le roi en Nouvelle-France qui donne des présents aux communautés autochtones qui les accueillent. On parle de la hiérarchie, du fait que c'est incompréhensible la plupart du temps pour les Autochtones. Ce sont des sociétés horizontales, vous le dites bien, hein, profondément égalitaires. Oui. Mais il y a des chefs autochtones dans énormément de cultures. Oui. Quel est le rôle d'un chef? Qu'est-ce que ça veut dire un chef autochtone? Le chef, c'est celui qui est le plus généreux et celui qui peut travailler à faire émerger un consensus. C'est celui qui a la parole la plus facile. Les Jésuites sont impressionnés
par l'habileté rhétorique des chefs autochtones. Ils sont absolument impressionnés par la tenue des conseils. Alors, ils voient arriver des Hurons à Québec et ils disent « c'est incroyable », ils s'assoient en cercle, chacun prend la parole et le suivant va résumer ce qui a été dit précédemment et ensuite faire exprimer sa propre opinion et on va circuler comme ça. Et les Jésuites vont dire dès le XVIIe siècle, ça veut donc dire que la République est pensable. C'est-à-dire, ils voient sous leurs yeux un fonctionnement républicain au sens d'égalitaire. Il ne s'agit pas d'un chef qui commande. Et ils voient donc que ça fonctionne. Et donc, le chef est celui qui négocie, celui qui rallie et celui qui essaie de ramener l'ensemble de la population derrière un même projet. Donc, le chef est celui qui est le meilleur orateur et celui qui est le plus capable de ramasser des biens, d'obtenir des dons pour les redistribuer. Et il doit être, à la fin du cycle, le plus pauvre, c'est-à-dire celui qui s'est dépouillé de tout et celui qui spontanément accepte de donner et donne l'exemple de la générosité. Dans votre livre, il y a toutes sortes de contrastes. Dans tous les chapitres ou presque, vous faites un contraste entre la société coloniale des Européens et les sociétés amérindiennes et vous montrez à quel point, des fois, c'est incompatible. Et donc, on pourrait parler de toutes sortes de sujets, la christianisation, le capitalisme. Mais il y a un concept qui revient souvent dans votre livre et qui permet peut-être de comprendre à quel point c'est incompatible, ces deux types de sociétés. Vous parlez des sociétés amérindiennes comme des sociétés contre l'État. Ce sont des sociétés, on l'a dit, sans hiérarchie, donc qui ne tolèrent pas une chefferie qui aurait le moindre contrôle sur eux. On peut donner un exemple à l'envers de ça. Les Iroquois ont gagné leur guerre du deuil et leur guerre des fourrures ou des pelleteries. Et la guerre traditionnelle chez les Autochtones, ça consistait à faire des captifs. On en faisait généralement peu et ces captifs étaient intégrés dans la communauté. C'est dit facilement, mais c'est d'une grande violence symbolique puisque le captif devait renoncer à tout ce qu'il était, à tout ce qu'il avait été et remplacer un mort et s'inscrire dans les réseaux de relations de ce mort. Les Iroquois se retrouvent avec entre la moitié et les 2 tiers de leur population qui est constituée de captifs. Alors donc, ils ne peuvent plus les intégrer, ils sont trop nombreux, puis ils résistent trop, d'autant qu'ils se convertissent en même temps au christianisme, puisque les jésuites, à bon droit, leur enseignent que dans l'au-delà, les derniers seront les premiers, donc les esclaves peuvent imaginer que leur vie prendra, leur sort prendra fin quand ils seront dans l'au-delà. Alors, la société iroquoise aurait pu se transformer en une société esclavagiste, et donc, ils ont refusé ça. Ils ont plutôt dit, si vous êtes catholique, allez-vous-en vivre proche des catholiques. Donc, ils déménagent, ils s'en viennent à Kanawake. Ils partent de l'État de New York, où sont établies les 5 nations iroquoises, et ils viennent s'établir en 1667 et ultérieurement dans la région. Donc, en somme, la société iroquoise qui était proche de devenir une société, on pourrait dire quasiment avec un État et esclavagiste, avec la coercition et la contrainte, a refusé de le devenir. Et donc, c'est la même chose dans le quotidien de toutes les sociétés, de la même manière que les Amérindiens sont absolument scandalisés de la façon dont les Européens traitent les enfants, battent les enfants. Ils ne pourraient pas imaginer de telle manière de faire entre eux. On a parlé des contrastes qui existent entre cette société coloniale qui se met en forme pendant plusieurs siècles et les cultures autochtones. Bien, il y a l'État qui est totalement incompatible, il y a le roi, le pouvoir vertical, et il y a autre chose. C'est peut-être en matière de religion. Oui. Les chrétiens sont des pécheurs depuis la naissance, oui. Ce qui n'est pas le cas des Autochtones. Les Autochtones fonctionnent plus avec un principe de dette. Oui. Comment fonctionne cette idée de... Effectivement, le péché est impensable. Et l'enfer encore moins, parce que ça voudrait dire que dans l'au-delà, la communauté serait défaite et serait départagée entre des élus et des déchus qui vont brûler pour l'éternité. Ça, c'est totalement impensable.
Et ce qui est le moteur, c'est la dette. C'est-à-dire que on est une communauté où chacun doit répondre à ce qui a été reçu et doit donner et redonner davantage. Et si bien qu'en service et en bien, tout doit circuler. Par exemple, dans un rituel de maladie, tiens. Alors, une femme, on fait un rituel pour une femme qui n'arrive pas à guérir, et la femme rêve et demande d'avoir toutes sortes de biens, et on lui apporte un canot, on lui apporte une couverture, on lui apporte l'ensemble des choses qu'elle désire. Alors, en somme, il ne serait pas possible de refuser de répondre au désir de l'autre. On ne peut pas. Et accumuler, ça serait susciter le désir, et il faut répondre au désir, il faut que les biens circulent. Une illustration de ça, ça se voit dans le commerce traditionnel des Autochtones. Quand deux communautés se rencontrent, disons, des gens qui viennent du Sud et qui ont de la farine de maïs, des gens qui viennent du Nord et qui ont des plantes médicinales, et des peaux, disons. Alors, on pratique à l'échange et tout est échangé. Et même si une communauté arrive avec beaucoup plus que ce qui était prévu, tout va être échangé et on considérait que c'est du gaspille de n'échanger qu'en mesurant la valeur de chaque objet. On va considérer que telle communauté a besoin de tout ce qu'on a apporté, donc on lui donne tout. Cette communauté dit « j'étais dans la difficulté, on a été malade ou que sais-je, la récolte n'a pas été bonne, on apporte très peu, c'est très bien, c'est très généreux, vous donnez tout ce que vous pouviez, la prochaine fois vous ferez mieux ». Alors donc, il n'y a pas cette logique marchande où on dirait on vous donne tant que vous êtes capable de payer. On le voit aussi chez les Arikara dans le Dakota. Alors, fin 19e siècle, début 20e siècle, il y a des traiteurs français qui viennent de Saint-Louis, Missouri. Saint-Louis, Missouri, pour la traite des pelleteries, venait chercher tout son personnel à Montréal. C'est un voyage de 2 mois. Parce que c'est les Canadiens qui avaient le meilleur savoir-faire pour les relations avec les Autochtones. Alors, donc, il y a M. Truteau et M. Tabot qui ont des entrepôts de toutes sortes d'objets qu'aimeraient avoir les Sioux, c'est-à-dire des chaudrons, du métal, des armes à feu, de la poudre, etc. Et les chasseurs vont les voir puis disent « Pourquoi vous gardez ça? Nous en avons besoin. Et quant à vous, vous en avez bien trop. Il faut nous le donner. Et puis, nous allons vous nourrir, nous allons vous vêtir, nous allons nous occuper de vous, nous allons, si vous voulez vous marier, vous allez vous marier, on va organiser tout ça. Mais nous allons vous donner tout ce que nous avons et vous nous donnez tout ce que vous avez. Et évidemment, les marchands disent non, parce qu'il faut qu'il y ait un profit. Et ils peuvent pas accepter cette logique. Mais la logique autochtone, c'est celle de l'échange généralisé. Je vous pose une question plus contemporaine. C'est de plus en plus fréquent autour de nous. On entend des gens dire, au Québec, ailleurs au Canada, qu'ils posent le pied sur un territoire autochtone non cédé. Selon vous, est-ce que les Autochtones ont cédé leur territoire aux Européens? Les Autochtones, sous régime français, n'ont jamais cédé de territoire. Et ils font même une guerre d'indépendance, celle de Pontiac, qu'on appelle la révolte de Pontiac, mais ce n'est pas une révolte, c'est une guerre d'indépendance, parce que les Français ont conclu un traité avec les Britanniques par lequel elles cèdent leur pays, c'est-à-dire le pays des Autochtones. Et ils s'y objectent et ils déclarent, et ils disent aux Anglais, vous avez battu les Français, mais vous ne nous avez pas battus. D'ailleurs, les Britanniques appellent bien cette guerre French and Indian War, puisqu'ils combattaient les deux. Alors donc, les Amérindiens disent, on a ça dans les archives, vous ne nous avez pas battus. Les Français étaient des invités chez nous, et nous savons que si vous venez prendre les forts des Français, vous allez occuper le territoire, vous allez le coloniser, et vous allez nous refouler. Donc, ils font une guerre d'indépendance qui se rend jusqu'en 1766. Où ils sont finalement battus par la variole. Et ils sont contraints de laisser les Britanniques s'établir, contraindre les Britanniques de s'établir dans les forts, et ils signent des traités comme sujets et comme alliés.
pour mettre fin à la guerre avec les Autochtones, le roi proclame une loi qu'on appelle la Proclamation royale de 1763, dans laquelle il reconnaît un territoire indien. Et il dit, il y a un territoire qui est indien qui va de la hauteur des Appalaches jusqu'au Mississippi, un peu au nord de la Nouvelle-Orléans, jusqu'au Labrador. On reconnaît un titre autochtone sur le territoire et on dit que personne ne pourra s'approprier le territoire autochtone à moins d'un traité entre les représentants du roi et les représentants légitimes des Autochtones qui pourront céder du territoire. C'est en vertu de cette loi que la couronne britannique a conclu des traités de cession du territoire autochtone partout en Ontario jusqu'à la frontière de la Colombie-Britannique. Et c'est en vertu de cette loi que la couronne, de la couronne britannique que le gouvernement du Québec a conclu une entente qui est celle de la baie James, puisque quand le premier ministre Bourassa a voulu construire les barrages, les cris sont allés en cours en disant il y a une loi, vieille loi que vous avez peut-être oubliée, qui dit que on ne peut jamais exproprier un autochtone ou une nation autochtone sans compensation et sans négociation. Alors, donc, effectivement, sur le territoire du Québec, le territoire de la baie James est un territoire où il y a eu un traité, il y a eu transfert de souveraineté et où les Autochtones ont des droits qui existent en fonction d'un traité. Mais ailleurs au Québec, il n'y a pas eu de traité de cession du territoire. On pourrait dire, oui, mais ça ne faisait pas partie, le territoire seigneurial ne faisait pas partie du territoire indien, ce qui est vrai, mais les autorités britanniques se posent cette question-là rapidement au début du régime britannique. Ils disent, la loi du territoire, la proclamation royale qui vise le territoire indien, s'applique également sur l'espace du système seigneurial. Alors donc, dans l'ensemble du Québec, à part la baie James, le titre indien n'est pas éteint. Et donc, c'est vrai que, en vertu de la proclamation royale de 1763, l'ensemble du territoire du Québec, moins celui de la baie James, est un territoire où les Autochtones ont toujours des droits d'usufruit en vertu de cette loi ancienne. Et donc, les droits autochtones ne sont pas éteints. Je pose une question plus technique ou théorique. Est-ce que la propriété privée sur un territoire, c'est un concept qui est compréhensible pour les Autochtones? Est-ce qu'ils comprenaient la signification de ce qu'on leur proposait? D'aucune manière. Dans votre livre, vous parlez d'un dénommé, c'est une anecdote, là, Pierre Minuit. Pierre Minuit est un Néerlandais qui conclut un traité au nom de la Compagnie néerlandaise des Indes pour acquérir l'île de Manhattan avec les Autochtones qui sont à cet endroit. Et il obtient pour pas grand-chose, je pense que c'est 30 florins. Vous voulez dire que dans votre livre, ça parle d'un plat de lentilles en l'échange de l'île de Manhattan. Mais évidemment, jamais les Indiens ont pensé qu'ils pouvaient vendre le territoire. Pour eux, ils accueillaient des Européens. Et ils acceptaient de les accueillir parce qu'ils avaient des produits qu'eux-mêmes n'avaient pas, le métal en particulier. Mais ce que l'on voit ultérieurement, c'est qu'à chaque année, les Amérindiens retournent voir les Néerlandais puis leur demandent leur prime. C'est-à-dire leur demandent leur loyer. C'est-à-dire leur demandent un présent en vertu de l'autorisation qu'ils ont obtenue de vivre chez eux. Mais les Autochtones pouvaient pas plus imaginer vendre l'air, l'eau de la mer que la terre. Pour eux, c'est impensable, puisque la propriété privée, pour eux, n'existe pas. Je pose peut-être la dernière question, qui est une question de vocabulaire, au fond. Parce qu'en parcourant votre livre et en lisant votre livre, vous utilisez des termes qui sont quand même assez violents. Dépossession, assujettissement, joug colonial, et vous parlez même d'holocauste au pluriel de peuples en Amérique. Est-il imaginable aujourd'hui de parler de la colonisation de l'Amérique sans utiliser un vocabulaire aussi brutal? Non. Non, puisque ça a été à ce point brutal. Les Béotucs, par exemple, ont été exterminés. Les premiers habitants de Terre-Neuve ont été littéralement exterminés. C'est un génocide. Il n'y a pas au Canada, il n'y a pas eu, heureusement, la politique de génocide qu'on observe aux États-Unis. La politique consistait à dire « kill the Indian, save the man », c'est-à-dire éradiquer tout ce qu'il y a de mauditement sauvage entre eux,
en eux pour en faire de bons citoyens civilisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à voir avec le monde autochtone. Et ça a voulu dire qu'en gros, fin du 19e siècle, la grande partie du 20e siècle, les Indiens n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas le droit de sortir de la réserve à moins d'autorisation. Ils n'ont pas le droit de prendre le bateau, évidemment, pour aller à l'étranger. Ils n'ont pas le droit d'association. Ils n'ont pas le droit de recours judiciaire. Ils n'ont pas le droit à leur tradition religieuse. On a détruit les grands totems, on a interdit les potelages. Alors, en somme, une population qui était dépourvue de tout droit, et pour finir, comme ce n'était pas suffisant pour en faire des bons citoyens, on s'est dit, le problème maudit, c'est que les parents transmettent l'esprit du sauvage, la sauvagerie aux enfants, donc il faut leur arracher leurs enfants. C'est une histoire cruelle. C'est une histoire honteuse. C'est une histoire qui est absente de nos manuels scolaires. C'est une histoire qu'il faut dire. De la même manière que l'Allemagne raconte les pogroms, de la même manière que l'Afrique du Sud raconte son passé, il faut être capable de raconter le nôtre. Kwekwe, c'est bonjour, et Miigwech, c'est merci. Miigwech pour cette entrevue. Un livre de 400 quelques pages qui est peut-être le premier grand traité du processus de colonisation. Un plaisir. Merci pour cette entrevue.